développé. Et on voit chez les jeunes psychoéducateurs de plus en plus des nouveaux projets de services qui sont mis en place et qui sont développés. Parlons maintenant de certains mythes et réalités liés à l'exercice professionnel en aide indépendante. Alors le premier, on en a quelques-uns à vous présenter. Le premier, c'est que pour beaucoup d'intervenants, puisque j'ai été à l'ordre formateur de jeunes intéressés, de jeunes et moins jeunes, intéressés à la pratique une des premières choses qu'on entend, c'est qu'aller en pratique privée, c'est cool. Moi, j'avais écrit « il n'y a rien là », mais Sylvain me dit « on laisse pas ça, ils ne vont pas comprendre ». Il y a des psychoéducateurs à la pratique privée, ça va être cool, c'est simple, et puis il s'agit de vouloir, et puis on plante son affiche, et puis et tout arrive. Et tout arrive, c'est ça. Et c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte, notamment au plan de la responsabilité professionnelle, quand on n'est plus à l'emploi d'une organisation, d'un établissement qui garantit la qualité des services, en fait, qui encadre la qualité des services. On est seul, on devient très imputable de nos actions. Donc, en termes de responsabilité, d'engagement, au plan d'éthique professionnelle, les gens qui font ce choix-là sont confrontés à la dure réalité qu'ils sont maintenant eux-mêmes responsables de leur pratique. C'est vrai que ce qui porte vraiment le fait de travailler en indépendance, c'est que je crois qu'il faut être vraiment très bien assis sur les fondamentaux qui portent le travail social, être très au clair avec ce qui porte notre pratique, ce pourquoi on est là, parce que de toute façon, on est mis en responsabilité de conscience vis-à-vis de nos clients, que ce soit des clients individuels ou des clients collectifs, et que c'est les diligences qu'on aura développées qui vont juger de notre capacité et vont faire en sorte que d'autres viendront. On est vraiment sur un capital confiance, compétence, avec une responsabilité qu'on porte tout seul. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'on peut faire pour ne pas être si seul que ça, mais c'est pas toujours très simple. Vous savez tous que face à des situations problématiques, c'est déjà pas toujours très simple à gérer, que des fois on ne va pas très bien, mais que quand on est seul, eh bien, cette responsabilité elle est plus grande encore, puisqu'on ne la partage pas avec d'autres, et qu'il n'y a pas d'institution pour faire tiers. L'institution, c'est nous-mêmes. Le tiers, c'est le contrat qu'on passe avec l'institution qui va nous demander une prestation de service ou avec le client individuel. Sylvain, est-ce que c'est nous les boss? Alors ça, c'est ce qu'on croyait. C'est ce qu'on croyait, mais en fait, non. Eh bien, le boss, en fait, c'est le client. Et c'est lui, c'est avec lui qu'on passe un contrat. Un contrat qui est un contrat moral, qui est un contrat écrit. Et du coup, on se met soi-même, finalement, en situation de servitude volontaire. Alors, la servitude volontaire, c'est une expression que je reprends à Christophe Dejour, qui est donc un professeur de psychopathologie de travail. En fait, on se met soi-même. On ne choisit pas ses clients, on décide, et finalement c'est le client qui devient patron, même si ça laisse toujours une possibilité de se retirer, ce qu'on ne peut pas faire quand on est salarié. On a toujours le choix, mais c'est pas si simple. Et ça nous demande énormément de disponibilité, énormément de flexibilité, et il faut avoir une intervention très réactive, une intervention qui se fait souvent dans la complexité, puisqu'on passe d'une situation à une autre, ce qui, quand on est dans une institution stable, même si les situations auxquelles on est confronté varient évidemment selon les individus, mais vous travaillez en protection d'enfance, vous avez toujours des situations de protection d'enfance. Si vous travaillez en service social d'entreprise, vous avez toujours des situations d'entreprise. Si vous travaillez dans l'aide à la parentalité, vous êtes dans la parentalité, alors que là, en étant indépendant, vous passez... en tout cas pour ce qui me concerne, parce que de situations extrêmement différentes, donc il faut réagir très vite et gérer ça dans la complexité, et finalement, c'est une autre forme d'asservissement, même si on trouve beaucoup de richesse.
Mythe numéro 3, je vais choisir mes clients. Enfin, libéré de l'institution, je vais choisir avec qui je vais travailler. Et ça, on a tellement hâte d'en arriver là. Mais la réalité, c'est pas tout à fait ça. Parce que si on est trop sélectif, on risque de manquer de travail. Et c'est plutôt les clients qui nous choisissent. Et on dit oui monsieur, oui madame, et puis on accepte des mandats, même si parfois ça nous écarte un peu de la mission première du service qu'on veut développer. Il y a des incontournables, il y a des faits de mois aussi qui arrivent. Alors on doit avoir cette ouverture par rapport à la clientèle, par rapport à nos projets, pour se donner le temps de développer sur le long terme, sur les années probablement. Un créneau dans lequel on va être bien, on va agir avec compétence, et doucement, peut-être qu'effectivement, dans quelques années, on va arriver à être plus sélectif. Et puis par ailleurs, il faut être son propre commercial, parce qu'on n'a pas de salaire à la fin du mois. Le salaire, il est celui que l'on se fait. Les revenus, donc il faut aussi être son propre agent commercial. Ça fait partie des nombreuses choses qu'on doit faire. Et du coup, quand on démarre une activité, effectivement, il faut du temps pour arriver à avoir le choix et vraiment arriver à centrer peut-être son activité sur tel type de clientèle ou tel type d'autre. Mais au départ, on ne choisit pas, on a un choix très limité de nos clients. Et la belle vie, c'est belle. Eh bien, la belle vie, mon conjoint est dans la salle, vous pourriez lui demander ce qu'il pense de la belle vie depuis que sa femme est indépendante. Elle travaille jusqu'à 23 heures, elle travaille le week-end, elle passe son temps dans les dossiers. Bref, il faut se mettre soi-même des limites. C'est vrai qu'on n'a pas d'horaire, qu'il n'est pas toujours facile d'évaluer le temps de traitement que va demander une situation. Donc, ça peut déborder. La charge mentale de la situation est lourde. Par ailleurs, on a nos bureaux souvent en proximité de notre domicile, voire au domicile en ce qui nous concerne, même si c'est séparé d'un étage. Et puis de toute façon, comme c'est son propre bureau, on y va quand on veut, jour, nuit, week-end, il n'y a personne, vous n'avez pas besoin de code, de clé, voilà. Et il faut se mettre ses propres limites, et quelquefois, ça permet de dire qu'est-ce que la situation de salarié, finalement, c'était confortable, parce qu'au moins, quand j'avais fini ma semaine, a priori, elle était finie, même si la charge mentale était là. On n'a pas fini de vous décourager, personne n'est encore sorti de la salle, c'est bon aussi. On a des choses positives. Oui, bien sûr. 5e mythe, je vais faire de l'argent comme deux. On a l'impression qu'en passant au privé, on va pouvoir imposer nos tarifs, on va pouvoir être reconnu enfin pour la valeur qu'on a. Et on se rend compte que si oui, parfois on peut demander une rémunération qui nous apparaît correcte. On est aussi contraint par les gens qui sont disposés à payer le service, et parfois il y a des contraintes avec lesquelles on doit composer. Il y a aussi, beaucoup d'argent qui, non seulement, il y a peu d'argent qui entre dans l'entreprise, mais il y en a beaucoup qui sortent dans la gestion des frais bancaires, des frais de qualité, des coûts indirects, des investissements, etc. J'en passe. La représentation demande d'avoir une disponibilité pour. Maintenant, c'est plus notre directeur qui nous envoie au congrès, c'est nous-mêmes qui devons nous dépêcher pour y aller. Et souvent, on doit aussi assumer des activités qui génèrent des dépenses. Et c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas au final, mais on doit être conscient que tout n'est pas aussi ça. Oui, pour vous donner une idée, en France, quand on travaille en cabinet privé, on garde à peu près 45% maximum de l'argent qui rentre, du chiffre d'affaires. Donc il faut quand même en faire du boulot pour arriver à se faire des revenus corrects. Et puis, on n'a que 2 bras et qu'une tête, donc c'est éliminé. Et puis pour compléter ce que disait Jean-Pierre, comme on s'adapte aux clientèles, quelquefois, que ce soit aussi rare que possible, parce que sinon on va finir par faire partie des catégories que vous souhaiterez aider, on peut être dans la rémunération symbolique. Quelquefois,
de manière épisodique, quelqu'un qui va vous avoir choisi, et la rémunération, ça va être un bouquin, 3 pots de confiture, voilà, des choses comme ça. Ça peut arriver. Alors, oui, enfin, c'est juste un petit bureau, mais il faut quand même un téléphone, un internet, des déclarations administratives, du travail comptable, enfin voilà. Tout petit bureau nécessite un minimum d'infrastructure. Même quand on a son bureau chez soi, il faut du mobilier pour ranger, il faut un système d'archivage, il faut de l'internet, il faut être organisé. Donc on est une mini-entreprise à soi tout seul et on ne peut pas faire du bricolage. Il faut des plaquettes, vous en avez quelques-unes ici pour se faire connaître. Donc finalement, ce petit bureau, il est quand même très organisé, c'est une mini-entreprise qu'on transporte avec soi, mais c'est quand même une mini-entreprise. Tu es libre indépendant? Oui, le dernier. 8, rassurez-vous, il n'y en a pas 15, donc un 7e qu'on trouve important de vous partager. Je suis complètement libre et indépendant. Alors, cette attente qu'on a de pouvoir enfin faire les choses à notre façon et de prendre toutes les décisions à notre convenance, c'est un peu remis en question parce que la base même du succès en entreprise de service professionnel, en travail social ou comme éducateur ou éducateur, la base, c'est le réseautage. C'est les gens avec qui on va développer des relations de partenariat. Donc, ça veut dire être en contact avec des gens, être à l'écoute de leurs besoins. Ça veut dire aussi composer avec un système public qui est encore un petit peu, est-ce que frileux, ça se dit, Sylvia? Oui. Un petit peu frileux quand on voit arriver des gens en pratique privée, parce que c'est comme si on vient en compétition avec le réseau public. C'est pas du tout mon intention, je suis davantage à la complémentarité. Mais il y a parfois des difficultés à établir de bons partenariats parce que le réseau public a une attitude de méfiance à l'égard des gens qui sont dans la pratique privée. Ce n'est pas encore tout à fait. Et puis la question, comme vous le disiez, hein, c'est finalement quelque chose d'assez encore confidentiel dans nos pays respectifs. Donc, il y a cette, en France, ce qui apparaît encore très fortement et qui d'ailleurs retient un certain nombre de travailleurs sociaux d'aller vers ce type de pratique, c'est que c'est empreint d'une connotation péjorative parce qu'on se fait payer. Et que dans l'histoire de l'action sociale en France, eh bien, on peut revenir à la vocation, à la mission, tout ce que vous voudrez bien, mais ça ne se fait pas de se faire payer. Et donc, qui est-il, qui est-elle, cette assistante sociale qui se fait payer? Elle a vendu son âme au diable, qu'est-ce que c'est? Comment elle peut faire de l'argent sur la pauvreté, etc. etc. Je vous en passe des meilleurs. Donc, quand on s'installe en privé, et je reviens sur le fait qu'il faut être très bien appuyé sur ses fondamentaux professionnels et aussi avoir une grande capacité à négocier et à faire entendre, comme le disait Jean-Pierre, qu'on est en complémentarité et qu'en aucun cas il ne s'agit d'aller à la place des institutions publiques. On n'est pas là pour ça. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de notre niveau. Alors, de belles satisfactions, on en a de belles satisfactions tout le temps. On va parler des choses positives. Oui. Alors, pour moi, une des plus grandes satisfactions de mon passage en pratique indépendante, c'est certainement d'avoir le sentiment, d'éprouver le sentiment fort que j'ai du pouvoir sur mon intervention. Il y a eu quelque chose pour moi de libérateur en prenant ce risque-là. C'est un plaisir que je garde encore depuis toujours, ce plaisir-là de faire des choix malgré tout, même si je vous ai fait mention de l'interdépendance avec les autres ressources. J'ai l'impression d'avoir du pouvoir sur mon intervention, de mieux choisir comment moi, comme professionnel, comme psychoéducateur, je veux aider monsieur ou madame dans son cheminement. Alors cet élément-là, pour moi, est fondamental. C'est vrai qu'on n'a pas de limite en termes de contraintes institutionnelles sur les réseaux qu'on emprunte, les partenariats qu'on construit, les voies qu'on engage, les recours administratifs, des voies administratives qu'on engage. En fait, le pouvoir sur l'intervention, c'est aussi, pour ce qui concerne, une vraie source de
de satisfaction et la capacité à pouvoir dire non ou à limiter un certain nombre de choses, qui n'est pas toujours facile quand on est évidemment un membre d'une institution où là l'employeur est tout à fait légitime à vous imposer un certain nombre de choses qui correspondent au projet institutionnel, au projet d'entreprise. Alors un autre point de satisfaction, le deuxième, c'est pas du tout des éléments hiérarchiques, c'est que, en fait, moi j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment, peut-être je m'illusionne, d'avoir, bon d'abord ça vient, vous l'avez compris, après un long parcours, mais de mettre une expertise au service d'un client qui lui retrouve aussi son pouvoir d'agir, puisqu'on veut les rendre acteurs de leur propre vie dans la mesure où ils nous ont choisis et qu'on est dans un contrat de gré à gré. Dernier élément sur ce point-là, je me sens utile. Et parmi mes collègues, confrères, consoeurs en psychoéducation et autres, qui sont encore dans le réseau public, et chez qui je perçois souvent une fatigue installée parce que les interventions, les milieux institutionnels sont souvent ralentis par une administration qui est lourde. Pour ma part, le passage à la pratique indépendante m'a permis de renouer vraiment avec une intervention de proximité et sentir l'utilité. Mon rôle professionnel comme intervenant, comme clinicien, je l'ai senti davantage en relation avec le besoin de la personne parce que j'étais en contact avec sa souffrance dans son environnement et je sentais que je pouvais apporter une aide directe. Donc c'est un élément pour moi qui me stimule beaucoup. Je suis en mesure de m'ajuster rapidement parce que je ne suis pas à l'intérieur de programmation de service et qu'on est dans une relation un à un. J'arrive, je pense, à m'ajuster plus rapidement et à sentir l'utilité de mes interventions. Et un des points forts, c'est qu'on est, donc on l'a dit à plusieurs reprises, appuyé sur une relation consentie. Alors, rapport égalitaire, pas tout à fait, parce que nous sommes travailleurs sociaux, nous avons donc un certain nombre de connaissances et d'expériences que les gens qui s'adressent à nous, fût-il des institutions, des entreprises, on n'est pas tout à fait effectivement dans un rapport égalitaire, mais au moins dans une question de notion de contrat qui du coup redonne un sens à l'action, c'est-à-dire qu'on négocie ensemble, qu'il s'agisse d'un individu, d'un sujet individuel ou d'une entreprise, à chaque fois on est dans la négociation, à chaque fois on pose un contenu du contrat, à chaque fois on pose des objectifs et comme le disait Jean-Pierre il y a quelques instants, on évalue en permanence, on réajuste parce que sinon de toute façon ça ne va pas durer très longtemps. Donc ça redonne du sens à l'action. On n'a pas le choix d'être autrement tout le temps en dynamique, ce qui d'ailleurs est un peu fatigant quelquefois. On est obligé d'être dans une relation de confiance, qu'on travaille avec un directeur des ressources humaines dans une entreprise ou avec quelqu'un qui a un type de surendettement, par exemple, eh bien, il faut bien se faire confiance, sinon on ne peut pas avancer. Et cette confiance, elle est vraiment pour le coup de gré à gré, hein, encore pas de tiers institué. Flexibilité, donc des objectifs déterminés ensemble, je l'ai dit, et puis eh bien, on avance ensemble et la personne, elle n'est pas dans une... Elle est positionnée différemment que dans une institution. Si elle s'adresse à une commune ou à un conseil général dans un département pour bénéficier d'un certain nombre de services d'action sociale, elles se sont dans une position de droit. Et donc finalement, elle a la possibilité de prendre ou pas prendre. Là, si elle ne prend pas, eh bien ça s'arrête. On est vraiment dans un cheminement commun qui oblige une implication personnelle et un engagement réciproque qui peut et qui doit se parler, parce que sinon, très vite, ça s'arrête. Et puis, ce qu'on a
a déjà dit aussi, c'est qu'il faut être réactif et réagir au quart de tour, si je puis dire. Comment je remets ça? Voilà. Donc Jean-Pierre va vous dire comment on se met en dynamique pour aller vers cette action privée. Bernard Voyer, c'est un explorateur québécois qui a beaucoup travaillé, beaucoup prospecté l'Antarctique. Comme s'il ne faisait pas assez froid au nord, il a décidé d'aller au sud pour voir si au pôle sud c'est encore plus froid. Et bref, il a défini le bonheur de cette façon-ci. Alors, il nous a dit que le bonheur, c'est rêver, se lever et agir. Alors, pour passer du rêve à la réalité, pour mettre un projet d'entreprise, il faut franchir certaines étapes que je vous présente rapidement parce que, dans le fond, on veut se garder un petit peu de temps pour discuter avec vous, mais on sentait l'utilité de vous présenter ces étapes-là qui sont incontournables et qu'éventuellement, vous-même ou des étudiants qui franchiront les portes de l'école et qui termineront un jour avec un diplôme en main devront considérer pour la mise en place de leur projet. Donc, planification stratégique, on va parler juste de ce volet-là parce qu'il y en a bien d'autres, mais planification stratégique, à savoir faire un retour sur soi pour savoir est-ce que j'ai les préalables, je dispose des préalables personnels pour aller en pratique privée. Quelles sont mes sources d'informations sur lesquelles je vais pouvoir auxquelles je vais pouvoir me référer pour développer mon projet? Quelques études préliminaires qui sont à mettre en place. Déterminer l'entreprise que je veux créer, quelles seront ses caractéristiques, quelle sera la forme de cette entreprise-là. Et l'évaluation du marché. Et là, je vois déjà, quand on parle de marché, dans le domaine des relations humaines, de la relation d'aide, ça fait drôle un peu. Mais c'est ça la réalité. Il faut vraiment voir quel est le marché de service. Non pas pour y aller d'une façon très comment on dirait, très centrée sur le bénéfice, mais pour savoir, dans un marché de services, où je peux être utile vraiment. Comment je peux, en toute complémentarité, apporter une valeur ajoutée au système qui existe déjà. Donc, est-ce que je dispose des préalables personnels? Alors, si un intervenant social ici a envie ce soir de développer sa pratique privée, il va dire, mais pourquoi je le ferais? Qu'est-ce qui m'empêche, dans mon milieu où je suis actuellement, de bien faire mon travail? Est-ce qu'au fil des années, prenons pour ne pas le nommer Jean-Louis qui s'apprête à aller en retraite et qui déciderait de dire, je vais développer ma propre entreprise, il va devoir se demander, mais qu'est-ce qui me différencie des autres? Est-ce que j'ai développé une expertise particulière qui pourrait servir à répondre à des besoins particuliers qui serait utile de mettre sur le marché? C'est quoi ma valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que je dispose d'une capacité d'organisation et de communication suffisante pour assumer, pour relever les défis de la gestion d'un bureau, si soit-il, même si on est seul, en indépendant? Sylvain en a parlé tout à l'heure, il y a un tas de choses à considérer. Est-ce que j'ai des attitudes de gestion? Parce que les fins de mois arrivent, il faut payer les comptes, mais il faut aussi rendre compte à l'État des revenus qu'on a obtenus, des dépenses qu'on a encourues et de ce qui reste, de la valeur nette et tout ça. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que je me fais confiance pour me lancer comme ça dans le vide? Est-ce que j'ai envie de relever ce défi-là? Et est-ce que j'ai une mise de fonds? Est-ce que j'ai des réserves financières pour me permettre de faire la transition du public vers le privé? Est-ce que je vais être capable d'absorber un manque à gagner peut-être de quelques semaines, de quelques mois, le temps que le projet que j'ai Je vais juste rajouter qu'effectivement, on est dans une vraie prise de risque. Une prise de risque, mais c'est vraiment un choix risqué, très, très gratifiant, mais c'est vraiment un choix risqué et il y a tout intérêt à l'avoir bien pensé dans toutes ces étapes auparavant. C'est comme la pêche, hein? Si je te confiais. Je ne sais pas. Je crois que je vais avoir plus de chance, mais généralement, c'est marche la belle. Voilà. Quelles sont mes sources d'information? Je veux lancer mon projet, mais j'ai besoin de savoir si ce projet-là est réaliste et réalisable.
Alors, je pense vite là-dessus, mais on doit faire le tour de notre réseau d'affaires personnelles. Est-ce qu'on a des gens qui peuvent nous informer? Parce que avoir une liste, c'est une chose, mais il ne faut pas garder ça pour soi en disant « je vais faire la surprise à tout le monde, voici ce que j'ai ». Je vous encourage fortement à consulter les gens autour de vous pour savoir si ce projet-là fait du sens, si on a une ouverture pour le genre de projet que vous avez. On doit faire ce tour-là. Est-ce qu'il y a un professionnel de confiance avec qui je peux échanger sur l'idée qui m'apparaît possible? Et puis, il y a aussi le réseau des partenaires qui doivent effectivement nous faire confiance. Et donc, pour que les partenaires nous fassent confiance, ils ne vivent pas comme des concurrents des institutions, des services déjà en place, qui nous connaissent. Et donc, c'est un vrai réseau à bâtir, et ça prend du temps de se faire connaître, de gagner la confiance du réseau, parce que c'est aussi ce réseau-là qui, éventuellement, d'une part, ne va pas vous casser la baraque et vous mettre les entrailles, et puis d'autre part, qui vous adressera des clients éventuellement. Si ce réseau-là n'est pas construit, ça complique sérieusement les choses. C'est-à-dire qu'il y a tout intérêt à être déjà un peu connu dans le milieu où on souhaite intervenir. Donc, statistiques, banque de données, entourage, articles de journaux et revues spécialisées. Je vous fais juste une petite parenthèse. Dans mon bureau, un jour, une de mes collaboratrices, Brigitte, arrive avec un article de journal. Elle dit, Jean-Pierre, il faut que tu lises ça. On fait un papier sur le retour problématique des anciens combattants à l'Abitibi. C'est difficile pour beaucoup de plus en plus militaires tentent de revenir à l'Abitibi, ils ne parviennent pas. Alors, je lis l'article, je trouve ça super intéressant, et je vois que dans l'hôpital des vétérans, en banlieue de Montréal, il y a un projet qui se développe pour l'accompagnement de ces gens-là. Et il y a un nom d'une coordonnatrice de programme. J'appelle, puis je demande un entretien. Pardon. Et puis, on a mis 2 ans avec les anciens combattants. On les a travaillés pendant 2 ans pour obtenir le premier dossier. Depuis quelques années maintenant, c'est un partenaire très actif chez nous. Cette source d'information-là, elle est très précieuse. Oui, c'est vrai qu'il faut être en veille sociale permanente, Internet compris. Pour aller effectivement surfer, regarder, lire, voir ce qui pourrait être intéressé, dire ah mais là je suis dans ce circuit-là, j'ai une valeur ajoutée, donc je vais proposer un partenariat. Voilà. Qui ne touche pas. Non, ça va. Ah, du coup, on va passer le tour. La précédente. Voilà. Alors, les gens qui s'engageront dans ce projet-là devront se donner le temps et consentir à mettre de l'énergie sur différentes études importantes. Et puis là, on est dans une dynamique de mise en place d'une entreprise, donc études de marché, et donc incluant une étude de l'environnement où on envisage de développer le service, les clients potentiels, l'étude des services à offrir, qu'est-ce que je veux apporter, en quoi ça ajoute à ce qui existe déjà, les modes de dispensation des services, comment faire la promotion et la publicité, étude de la concurrence aussi. Qui d'autre actuellement répond à ce besoin-là, peut-être mieux que moi. Alors, est-ce que j'ai avantage à aller dans ce champ-là ou à aller dans un autre? Au Québec, au Canada, il y a des sites gouvernementaux qui permettent à des gens, qui que ce soit, qui a un projet, il y a des sites qui permettent de développer, de faire une étude de marché en ligne. Je présume qu'ici, en Suisse, il y a aussi peut-être cette possibilité-là pour des jeunes entrepreneurs. Et ça s'applique très bien à l'entreprise de service. Et c'est une source de monitorage pour le projet qu'on a, d'aller vers ces sites-là pour bâtir progressivement et remplir l'ensemble des demandes qui sont liées à ces études. Alors, je veux juste revenir sur la question, sur le point des études des services à offrir. C'est vrai qu'il faut être particulièrement bien réfléchir avant et particulièrement être pointu sur ce qu'on va proposer. Ne pas être trop dispersé. Si vous arrivez en disant je sais tout faire, ce qui est possible, on va vous prendre pour des personnes non crédibles, personne ne sait tout faire, on ne peut pas avoir de l'expertise en tout, son champ d'expertise.
Et parce que ça peut être la tentation au départ de dire bon, il y a plein de choses que je sais faire, donc je vais aller un peu tester le marché, puis après je ciblerai. Il est préférable d'avoir un tout petit peu réfléchi avant sur la cible, quitte à en changer parce qu'on va voir qu'elle n'est pas bonne et qu'on a d'autres cordes à son arc en termes d'expérience et de compétences. Mais vraiment penser, parce que ce qu'on vous demande, c'est de dire ce que vous savez faire de manière pointue, et justement, comme disait Jean-Pierre, pourquoi on a une valeur ajoutée, un plus, une expertise qui peut faire qu'on va s'adresser à nous en complémentarité déjà l'existant. Donc penser le service, les services et les actions qu'on peut conduire avant d'aller proposer ces services, c'est vraiment extrêmement fondamental si on va avoir une chance d'ouvrir la première porte et puis après les autres s'ouvriront. Donc, à cette étude de marché qui est déclinée ici en plusieurs sous-études, deux autres sont importantes, l'étude de faisabilité technique et l'étude de rentabilité, parce qu'il faut bien convenir que si on veut développer ce projet-là, c'est pour en vivre, pour assurer que l'entreprise aussi soit pérenne, qu'elle dure dans le temps. Éventuellement, si on ajoute à nous-mêmes des collaborateurs, il faut faire en sorte qu'on puisse garantir la rentabilité. Donc, c'est très technique, mais c'est indispensable de faire cette préparation-là pour que les choses se fassent de bonne façon. Ensuite, caractéristiques de l'entreprise qui sont à considérer. Donc, il y aura une étape, on va vraiment passer à l'étape de plus de concrétisation, où on déterminera quelle est notre mission, on énoncera notre mission d'entreprise, nos objectifs, on aura une analyse du secteur d'activité qu'on aura choisi et on passera à un choix. Et ici, cet aspect plus nébuleux pour moi, mais on devra choisir une forme juridique d'entreprise. Au Québec, au Québec, on a différentes formes d'entreprise selon qu'on soit seul et puis qu'on agisse en son nom propre comme professionnel. Alors, je pourrais avoir une entreprise qui s'appelle Jean-Pierre Robin, psychoéducateur. Ça, c'est le libéral, ça. Voilà. On peut choisir maintenant d'avoir une société par action, donc avoir des gens qui sont partenaires avec nous d'entreprise. Et ce choix-là, alors c'est à chacun. On peut être aussi, en France, une autre forme, alors donc effectivement le libéral en nom propre, les sociétés anonymes, il y a différentes formes. On peut être en association, d'ailleurs beaucoup de travailleurs sociaux qui sont en privé sont en association, ils sont quelques-uns, ou alors on peut être en groupement de coopération médico-sociale, c'est-à-dire plusieurs travailleurs sociaux indépendants, ou un travailleur social en libéral avec des travailleurs sociaux en association qui vont se regrouper pour proposer un éventail de services complémentaires, différents ou au contraire similaires. Donc effectivement, la nature de la forme juridique qu'on va choisir est essentielle par rapport aussi aux revenus et au statut qu'on veut avoir. Moi, j'ai fait le choix de la profession libérale parce que la profession libérale, historiquement, elle renvoie à une notion d'expertise et à une notion d'intérêt social. Et ça me paraissait adapté à ce que j'avais envie de développer et à l'expertise que je pensais pouvoir proposer sur un certain nombre de domaines. C'est-à-dire que, par rapport à une intervention privée qui a plutôt une connotation péjorative, en France, être un professionnel libéral, c'est quelque chose de plutôt valorisant. Donc je vous dis que c'est peut-être un moyen de compenser l'un par l'autre. Alors c'est peut-être une figure, mais en même temps, pour le moment, je note que quand je dis que je suis... Ah bon, vous êtes libéral, comme c'est intéressant. Du coup, l'oreille est un petit peu différente et tout de suite un petit peu plus... Parce que, voilà, c'est un côté plus positif. On pourrait passer la prochaine, mais je te laisse aller tout de suite pour une clientèle. Je pense que ça a été dit déjà. Je pense que... Pour l'évaluation du chiffre d'affaires, c'est quand même les choses les plus difficiles.